Et nous passons, chers téléspectateurs, à notre débat principal d'aujourd'hui. Un projet de trêve a été négocié ce week-end à Paris entre représentants américains, israéliens, égyptiens et qataris. Le Hamas a fait savoir qu'il l'avait reçu et qu'il l'examinait. Pour plus de détails sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur Medhat El-Meligui, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour à vous. Alors, premièrement, que sait-on de ces négociations d'un cessez-le-feu à Gaza? Bon, premièrement, je trouve qu'il y a une très bonne initiative, que ça fait un bon moment que l'Égypte est en train de travailler là-dessus, notamment avec nos amis qatariens et aussi avec les Américains et certainement les Français, pour essayer de calmer la situation à Gaza, car depuis le début de la guerre, ou bien le génocide, si on peut vraiment dire le mot maintenant, après la décision décisive de la Cour internationale de justice, qu'il y a Oui. vraiment un doute clair qu'Israël est en train de commettre un génocide. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas vu de signe positif de la part d'Israël en ce qui concerne de se plier pour les 6 demandes de la Cour internationale de justice. Du coup, vient l'importance de cette initiative que je trouve égyptienne, parce que ça reflète exactement les idées qu'on avait déjà ultérieurement entendues des responsables égyptiens. Et la bonne chose cette fois, c'est qu'on entend pour la première fois Hamas dire qu'elle est en train d'examiner, ce qui veut dire qu'il y a un espoir que Hamas aussi, qui avait aussi une situation assez stricte, qui devient plus flexible, de voir de plus près cette initiative et comment est-ce qu'elle peut traiter et trouver une bonne solution pour la crise actuelle de son peuple en Palestine. Votre Excellence, bonjour tout d'abord. Bonjour. Alors c'est vrai que vous êtes en train de rappeler qu'il y a eu un entêtement de part et d'autre de la part de la partie israélienne, de la partie palestinienne auparavant pour trouver une trêve à cette crise. C'est vrai que le Premier ministre israélien était sur sa position, il ne voulait pas parler de trêve. On avait l'impression qu'il avait complètement oublié les otages, ce qui lui a valu des protestations de la part des Israéliens, de la population elle-même, qui était arrivée jusqu'à ses bureaux et le siège du Premier ministre. Et malgré cela, il refusait de parler de trêve. Aujourd'hui, effectivement, on a une lueur d'espoir et c'est devenu aux mains du Hamas de pouvoir accepter ou pas cet accord. À votre avis, la pression vient d'où? Parce qu'on avait l'impression jusqu'à présent que la communauté internationale n'avait pas autant de pouvoir que cela par rapport à Israël, puisque Israël est arrivé à un point où c'est complètement un génocide qu'elle entreprend vis-à-vis de la population palestinienne. Donc, qu'est-ce qui a fait basculer les choses? Quelle est la pression qui a été mise sur Israël? On doit commencer par les décisions de la Cour internationale de justice. Cela a mis chaque pays et chaque gouvernement devant ses responsabilités vis-à-vis que maintenant on a un document légal qui décrit ce qui se passe en Palestine en tant que génocide. Et du coup, que les pays qui vont aider Israël et continuer à l'aider pour s'armer de plus, davantage, de donner des munitions et tout autre support et soutien, que ce soit politique ou militaire, ces pays seront comptés comme des complices à Israël. Alors, il est maintenant clair que les pays occidentaux sentent la pression aussi des décisions de la Cour internationale de justice et veulent montrer que de leur part, ils sont pour le droit international, le droit international humanitaire, et du coup, ils ont commencé à bouger un peu. On commence à voir une divergence qui devient de plus en plus claire entre les positions israéliennes et ceux de l'Occident en général, notamment avec les États-Unis. Cet accord, ou bien même cette proposition, ou cette initiative ne pourrait jamais prendre place ou voir le jour si les États-Unis, le plus grand souteneur et supporter d'Israël, n'auraient pas accepté le concept. Cela dit, il y a aussi une pression interne en Israël
qui vient des familles et du peuple palestinien, les familles des otages et le peuple israélien lui-même, qui sent que cette guerre n'aboutit pas à la victoire dont ils pensaient au début. Alors, le gouvernement israélien avait promis dès le début 2 résultats bien décisifs. Le premier, c'est l'éradication totale de Hamas. Le deuxième, c'est la libération des otages. Or, aucun de ces 2 buts a été accompli jusqu'à ce moment-là. Du coup, vient cette trêve, que je trouve que ce sera un début, ou j'espère que ce sera un début pour un vrai cessez-le-feu. Parce qu'on ne parle pas d'une trêve de quelques jours, mais plutôt on parle entre 45 jours à 2 mois. Ce qui veut dire que c'est le début d'une vraie calmation de la situation actuelle où on est, ou l'impasse où on est. Et cela pourra permettre à de négociations plus sérieuses pour la libération de tous les otages des 2 côtés, parce que moi je parle qu'il y a aussi des otages palestiniens dans les prisons israéliennes et ils doivent être traités de la même manière. Ce sont toujours des otages qui étaient appréhendus sans raison, sans une vraie raison. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux sont dans les prisons israéliennes depuis plusieurs années sans même être présentés devant un tribunal. Et beaucoup sont mineurs aussi. Des 2 côtés, et beaucoup sont mineurs. Pardon ? Et beaucoup sont mineurs. Exactement. Dans la majorité sont des mineurs. Selon ce qu'on a déjà entendu, parce que tous les points de cette initiative ne sont pas clairs, mais selon ce qu'on a entendu, on parle d'une libération en première instance de à peu près entre 35 et 50 des prisonniers, dont quelques-uns seront pas des hauts officiers, mais plutôt des soldats de l'armée israélienne, contre entre 150 et 200 prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes pour chacun de ces otages. Alors, c'est accompagné certainement, comme je viens de vous le citer, avec une trêve qui durera entre 45 jours et 60 jours. Je trouve que c'est une bonne base pour qu'on puisse compléter là-dessus et arriver à un cessez-le-feu complet et une libération complète de tous les otages. Espérons que cela va aussi être accouplé avec une décision israélienne de ne plus mener la guerre contre les Palestiniens et de commencer des vraies négociations de paix pour récupérer finalement un État palestinien qui a beaucoup attendu pour être vraiment étudié sérieusement, de sorte que finalement on peut avoir du calme dans toute la région, parce que comme vous le voyez, on le voit tous, que les implications et les répercussions de cette guerre et de ce génocide n'affectent pas seulement les Palestiniens, mais toute la région du Moyen-Orient. On a vu l'instabilité qu'on voit sur les voies maritimes dans la mer Rouge, avec les Houthis qui sont en train d'attaquer les navires se dirigeant vers Israël ou appartenant à des Israéliens. Et d'autres les frontières pays, libanaises, syriennes aussi. Les frontières syriennes, les frontières libanaises et tous ces pays qui sont aussi en train de payer le prix de la brutalité israélienne et le génocide israélien sur le peuple palestinien. Votre Excellence également, récemment, il y avait une décision de plusieurs pays fondateurs de l'organisation de l'UNRWA, de l'ONU, qui ont arrêté le financement de cette organisation qui s'occupe des réfugiés palestiniens. Et également, l'OMS a déclaré la zone de Gaza comme au-delà de la catastrophe. C'est tellement étrange qu'à ce moment-là, que les pays occidentaux commencent à arrêter le financement de l'UNRWA. Bon, alors, il est très clair pour nous, c'est encore une raison pour parler de double mesure occidentale. Je parle que simplement qu'il y a eu des accusations à maximum une douzaine de personnes. On parle de 12 exactement, ou même 7 parfois. Et ce sont des accusations qui n'ont pas encore été prouvées. Et malgré cela, les pays occidentaux ont trouvé un moyen de soutenir Israël tout en parlant
des droits de l'homme dont ils sont en train de prêcher tout le temps. Et je trouve que c'est vraiment bizarre, cette position, parce que c'est une aide à la punition collective menée par Israël, parce que c'est pas à cause d'une douzaine de personnes, même si c'était prouvé, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent, que les pays européens et les pays occidentaux, bon, une majorité de ces pays-là, ont trouvé qu'il est moment d'arrêter toute aide à l'UNRWA qui aide 2,3 Palestiniens à la bande de Gaza et d'ailleurs dans d'autres pays aussi, simplement pour des accusations qui n'ont pas été encore prouvées jusqu'à ce moment-là. Tandis que le génocide commis en Israël, par Israël envers les Palestiniens n'a pas été vu avec le même œil des pays européens, ce que je trouve vraiment bizarre. Mais cela dit, cela montre encore une fois le dilemme que vit la majorité des pays européens entre leur désir de continuer à soutenir Israël d'un côté et leurs propres principes de droits de l'homme de l'autre côté. C'est pour ça qu'on trouve des expressions qui sont totalement contradictoires de la part des pays européens. Vous parlez de droits de l'homme et en même temps vous soutenez cela, mais ils trouvent une raison pour faire cela en accusant que l'organisation internationale, qui a déjà pris des décisions à suspendre le travail de tous ceux qui ont été accusés, pour continuer à faire son travail, mais cela n'a pas suffi pour que ces pays européens, notamment menés par les États-Unis, le Canada, le Japon, malheureusement aussi, et d'autres pays, dont même des pays qui étaient toujours connus pour leur aide, comme la Finlande, par exemple, qui a aussi pris la même décision. On trouve que ça devient vraiment un double standard et on trouve que c'est inacceptable de aider Israël à cette punition collective du peuple palestinien à cause de quelques accusés jusqu'à maintenant, ce qui vraiment viole le droit principal de l'homme, que personne n'est vraiment condamné par simple accusation, à moins qu'il ait condamné par des indices clairs qu'il a été vraiment qu'il a vraiment participé aux attaques du 7 octobre comme le prétend Israël. Alors, Monsieur l'ambassadeur, on constate également qu'il y a une volonté de la part de certains médias occidentaux et régionaux de pointer du doigt le rôle de l'Égypte. Vous, en votre qualité d'ambassadeur et d'ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères de l'Égypte, dites-nous justement le rôle de l'Égypte dans la cause palestinienne tout au long de son histoire. Ah non, ça, on a besoin de plusieurs programmes. Un seul programme ne vous suffira pas. C'est sûr. Et je vais parler simplement des dernières initiatives déjà prises depuis le premier jour. Il y a quelque chose de très important que je veux citer dans ce cadre-là, c'est les paroles de son Excellence, Monsieur le Président de la République, depuis le premier jour, que l'Égypte ne va jamais accepter la liquidation de la cause palestinienne pour accepter le transport ou le transfert illégitime des Palestiniens envers d'autres pays et même sur son propre territoire, mais de côté en côté. Cela a été vraiment dès le début. C'était pas seulement qu'on n'accepte pas le déplacement forcé des Palestiniens envers l'Égypte ou le Sinaï, mais c'était même envers la Palestine elle-même, du nord au sud de la bande de Gaza, par exemple. Cela a été refusé par l'Égypte, sans certainement compter que même l'aide humanitaire et l'aide médicale qui a rentré et qui rentre jusqu'à maintenant avec difficulté certainement, et on espère qu'avec cette nouvelle initiative, l'issue de ces aides-là sera beaucoup plus facile que ce qui se passe jusqu'à maintenant, mais 80% de cette aide vient de l'Égypte même, l'Égypte qui en ce moment en train de passer un moment délicat et très difficile dans son économie, mais malgré tout ça, on continue à soutenir les Palestiniens, la cause palestinienne
Et du coup, le président et les autorités égyptiennes sont en train de, avec leurs amis, essayer de mener cette initiative pour finalement arrêter ce bain de sang dont on vit depuis le 7 octobre. Alors, les initiatives égyptiennes n'ont jamais arrêté depuis 1948 et la guerre qui a été menée contre Israël, l'indépendant Israël à ce moment-là jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais essayé de supporter, de soutenir la cause palestinienne et nos frères et sœurs, les Palestiniens, dans leur légitime résistance contre l'oppresseur et le colonialiste israélien. Votre Excellence, le président Abdel Fattah al-Sisi à maintes reprises également, certainement il a parlé de ne pas arriver à la liquidation de la cause palestinienne, mais également il a mis en garde les pays inclus dans ce conflit à ne pas étendre la superficie de ce conflit. À présent, on parle jusqu'au sud de la mer Rouge. Au Yémen, les Houthis attaquent les navires. Le conflit a été également étendu par Israël au sud du Liban, en Syrie également. Comment voyez-vous cela et son effet sur la région tout entière et le futur de la région? Bon, je vois ça d'une autre perspective, honnêtement, c'est que toute cette extension demandée ou désirée de la part du gouvernement israélien ne sert qu'à un seul but seulement, c'est de préserver ce gouvernement au pouvoir. Malheureusement, ce gouvernement qui a été, d'un point de vue israélien, était un gouvernement qui a échoué à accomplir ses tâches de protéger le peuple israélien contre les attaques qui étaient menées contre les alentours de Gaza le 7 octobre. Ce gouvernement a perdu sa crédibilité envers les électeurs israéliens. Et la seule raison pour laquelle ce gouvernement est toujours en pouvoir, c'est la guerre qu'il mène contre les terroristes, entre guillemets, palestiniens. C'est vraiment le mouvement de libération palestinienne qui va s'arrêter de soi un jour, une fois l'indépendance et la proclamation de l'État palestinien sera là. Il n'y a aucune raison d'avoir des milices ou bien des groupes de résistance s'il y a un État déjà comme tous les autres. D'ailleurs, même plusieurs premiers ministres israéliens étaient membres d'organisations terroristes avant l'indépendance et lors de l'indépendance de ce qu'on appelle l'indépendance de l'État israélien. On reconnaît plusieurs organisations qui ont mené des actes de terreur contre les Anglais et contre les Palestiniens à ce moment-là. Et puis après, ils sont devenus premiers ministres. Alors, c'est la force des choses. Mais je parle ici que l'extension de cette guerre dans d'autres territoires sert seulement à impliquer plus de pays, de sorte que ce gouvernement il va continuer au pouvoir. Ce gouvernement va tomber de soi une fois que cette crise actuelle où on vit et ce génocide va se terminer. Parce que ce gouvernement n'a pas servi son rôle du point de vue israélien et du point de vue des électeurs israéliens. Et du coup, il cherche à tout prix à impliquer d'autres pays, notamment les pays de l'Ouest, les pays de l'Occident et les États-Unis, qui ont des pièces partout dans la Méditerranée et autres, et dans la mer Rouge, pour aider Israël d'un certain moyen, mais sans vraiment une implication directe. Or, Israël veut une implication directe des États-Unis pour l'aider, premièrement, à achever sa victoire proclamée, et deuxièmement, pour continuer au pouvoir en tant que gouvernement de guerre, tel qu'il est jusqu'à maintenant. Mais sans cette raison-là, il risque de tomber directement. Et c'est pour ça qu'il continue à essayer d'impliquer d'autres pays dans leur guerre. Votre Excellence, ambassadeur Medhat Miligi, nous tenons à vous remercier énormément de vos explications. Je répète que vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Merci à vous. Allez, on se consacre une courte pause et on se retrouve tout de suite après.
ادي بلدنا وادي الرجالة جاهزين، مين يتعدى حدوده على المصريين، ادي الارض وادي الرجالة واقفين، مسكنا في